écoute, on est parti. Ouais. Merci Stéphane d'avoir répondu, positivement à Merci de l'invitation. m'inviter. Bah, écoute, j'aurais eu beaucoup de mal de faire un podcast, en parlant d'anecdotes sans Ouais. t'interviewer toi, vu le nombre de dossiers que tu m'as déjà, Mmh. remontés. Alors tout n'est pas racontable Mmh. aujourd'hui dans l'enregistrement, Mmh. on va y aller doucement, mais, alors moi je te connais maintenant, je pense, depuis quelques années, une dizaine d'années je Dizaine dirais. 10. Ouais, 10, Mmh. OK, et tu as une meilleure mémoire que moi du coup, mais les gens qui nous écoutent te connaissent pas forcément. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques D'accord. phrases? Bah, Stéphane Bondou, j'ai 58 ans. Alors en quelques mots, je viens d'une formation qui est un peu assez équivalente à celle de l'ISEG. J'avais fait sup de pub à l'époque et donc j'ai une vie professionnelle déjà relativement longue derrière moi. J'ai à peu près 20-25 ans dans le milieu du cinéma, de la télé à Paris, en boîte de production, en agence événementielle. Tout ce qui était les débuts aussi du multimédia, avant que la partie internet arrive. Donc je parle de l'année 99, 98. J'ai dû vendre mon premier site internet à Citroën en 2000, un truc comme ça. Et donc ça, c'est pour une grande partie audiovisuelle. Je suis venu, sur la région nantaise aussi pour, intégrer un grand groupe de télé qui lui est au Sable d'Olonne. Et à un moment, j'avais fait le tour de toute cette activité, événementielle, communication et je voulais me rapprocher d'une activité où l'humain était un peu plus important, un peu plus central. C'est là, j'étais dans la première pépinière d'entreprise, de l'île de Nantes, tenue par la Samoa, qui était les hangars Alcis Ouest. J'ai intégré cet îlot de multi-entreprises et au bout d'un moment, j'organisais tellement d'événements pour que les gens se rencontrent, parce qu'il y avait des activités complètement différentes, des designers, des graphistes, des plasticiens, et donc qu'on m'a demandé de faire cette activité, à la demande. Moi, c'était un élément tout à fait naturel chez moi et on m'a demandé en disant: «Bah, est-ce que tu peux pas le faire pour nous ça?» Et voilà et je suis passé pour la Samoa en tant qu'indépendant et ça fait 10 ans, dont le rôle que j'ai, c'est d'animer des lieux, créer des liens entre les uns et les autres. En l'espace de 20 ans sur Nantes, à partir du moment où tu as fait, une partie de ta vie professionnelle et que tu vis sur le territoire et que tu as 40 ans, forcément, tu finis par rencontrer un peu tout le monde si tu vas dans les réseaux, si tu rencontres. J'ai eu la chance aussi de travailler aussi pour la collectivité, ce qui m'a ouvert d'autres portes d'un milieu que je connaissais pas. Et là, ça fait, une quinzaine d'années que je fais ça. J'interviens aussi à l'ISEG, depuis une dizaine d'années. Je fais quelques petites choses en plus. Je me consacre, je me garde une journée par semaine pour m'occuper d'une association, qui s'appelle Tinikmou, où on récupère les invendus, de l'ensemble des grandes surfaces et des marchés, et on en fait don, en fin de journée par une distribution pour 1 €. Donc et c'est assez passionnant, bah, voilà, il y a du sens, plus on avance dans l'âge, plus on va forcément sur, des éléments qui sont, en termes de sens, un peu plus forts. Donc ça, j'y consacre le lundi, je travaille 3 jours pour la Samoa et je me laisse mon vendredi pour les écoles, dont l'ISEG. Impeccable. Voilà, ça fait une quinzaine d'années que je fais ça. Alors je pense qu'on va arriver directement, dans le cœur du sujet. C'est aujourd'hui, je pense que tu as déjà donné une partie de la réponse, mais pourquoi tu te lèves encore le matin pour aller bosser? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever Ah le matin? bah, se lever pour une asso, ça, il y a pas de problème, tu te lèves, et on se lève très tôt parce que moi, je pars à 5 heures du matin et à 6 heures, je suis dans le camion et je fais le tour, des mines, des grands supermarchés et je vais chercher les invendus, donc c'est de la caisse, voilà. Mais voir des gens le soir qui mangent, qui repartent avec des paniers pleins, de frais et de légumes. Les 3 jours de la semaine, j'ai quoi? J'ai 350 personnes autour de moi, j'ai 120 boîtes. Mon rôle est de créer du lien les uns avec les autres, de faire remonter des choses à la Samoa, et à la ville. C'est joyeux, tous les jours, je ne fais que partager et mon petit bonbon, ma cerise, généralement, c'est les étudiants. Ça fait une dizaine d'années, ça faisait des années qu'on me disait: «Mais Stéphane, faut absolument que tu rentres dans l'enseignement. Tu adores parler, tu es un raconteur, tu et surtout tu parles à la fois de ton activité professionnelle, tu t'appuies très souvent sur des exemples de vie et surtout tu es dans le partage. Tu es pas dans la condescendance, qui fait que il faut de comme ça. Non, non, tu laisses, tu respectes qu'un un jeune a besoin de faire ses expériences. Tu peux lui partager la sienne
en disant: «Moi, bah, il m'est arrivé ça, je serais toi, je ferai attention». Mais ça va pas plus loin que ça et cette relation, ça crée une relation, vraiment, j'ai l'impression d'égal à égal. J'ai beaucoup de mes étudiants qui m'ont dit à un moment en disant, «La relation qu'on a avec toi, c'est comme si on avait un grand frère». Exactement. C'est très particulier pour un mec de 58 ans, dont la plupart pourraient être mes filles, ou mes fils, tu vois? Mais c'est cette relation-là aussi qui fait qu'on parle à la fois de choses qui sont de l'ordre, pédagogique, professionnel, mais je suis désolé, on est d'abord un être humain dans sa vie professionnelle, donc on ne peut pas enlever cette dimension. J'ai toujours beaucoup de mal, hein, avec séparation professionnelle-personnelle, dans le sens où, bah, on est le même, hein. L'idéal, c'est de rentrer le soir chez toi. Quand tu enlèves ton manteau, tu es le même que la journée. Le pire, c'est de rentrer dans un univers ou dans une entreprise où tu es obligé de t'habiller, tu es obligé de rentrer dans des codes. Mais c'est la schizophrénie qui te guette dans ce genre de choses. On l'a bien vu très souvent dans certains couples, Bien sûr. où la journée est dure et tu dis: «Je rentre, je retrouve mon mari, je retrouve mes enfants, il faut que je sois bien». Voilà, bon, on est bien d'accord. C'est loin d'être évident. J'ai l'impression en enregistrant les podcasts que c'est une émission thérapeutique. Et tu un divan. Et j'ai un divan. On a un autre invité qui nous a dit que la prochaine fois, il faudrait quand même Ouais. vraiment mettre un Mmh. divan. Mais on en revient souvent à ce côté-là où il faut, on est tous d'accord pour dire, en tout cas toutes les personnes qui rentrent dans ce podcast, qu'il faut être soi-même, quoi. Mmh. On ne peut pas éternellement avoir un masque, Non, jouer un rôle en particulier. je pense. Je me souviens même plus d'ailleurs comment on s'était rencontrés au départ. Et moi, je me souviens d'un événement particulier. Tu nous avais fait visiter des étudiants de première année Mmh. et moi, des tiers-lieux de la Samoa. Ouais. Et tu nous avais parlé d'un truc qui nous touchait nous, parce que c'est notre Ouais. génération, mais du paquebot qui avait été acheté par la ville de Nantes pour la Mano Negra, Oui. et qu'ils avaient retransformé la rue Ils avaient Lars Sèche. retransformé en vieille rue de Nantes, qui est la rue des Carmes, Ouais. et dans lequel la Mano et Royal Deluxe avaient monté un spectacle. En fin de compte, c'était la Mano qui, Manu Chao était parti en Amérique du Sud, il savait qu'ils avaient une tournée à faire et quand il est arrivé, dans les salles, il a fait: «Waouh!» Il est rentré en France, il a expliqué que, waouh, c'est pas son univers qui est et il a rencontré parce qu'il venait très souvent à Nantes. Nantes est à la base dans les années 90, a une culture de rock, métal, ce type-là, c'est pas très loin de Jules Verne, on est dans le métal, on fabrique des bateaux, donc la musique est faite de briquet de broc, donc c'est ce rock alternatif à la mano, mais qui évoque aussi le voyage, avec son accent et la langue qu'il utilise. Et donc il a rencontré Royal Deluxe qui venait de s'installer à Nantes, qui avait été jeté de Toulouse. Je suis désolé, Oui, un bah ancien oui, je sais. Toulousain. Après Aix-en-Provence, ils ont fait Aix-en-Provence, Ouais, Toulouse, 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 Nantes, et ils sont de nouveau à Toulouse. Mais complètement. Et donc, en fin de compte, Royal Deluxe, ils lui ont dit: «Mais amène les gens dans ta salle». Mais ça veut dire quoi? On se prend un bateau, puis on va créer une salle, et puis on va créer un spectacle, nous, Royal Deluxe. Toi, tu feras tes concerts, et puis on va traverser l'Atlantique. Et on va faire une tournée avec ce truc-là. Autant te dire que la ville a financé, hein. Tout le monde s'y est mis. De toute façon, tu es dans les années où la ville était en pleine renaissance, c'est en 92, Cargo 92. C'est un projet, aujourd'hui, ça serait impossible. Il y aurait trop de normes, de réglementation et de bien sûr. sécurité pour faire traverser ce genre de truc, où ce sont des feuilles de décor de cinéma. Donc moi qui viens du cinéma, bah, c'est quoi? C'est des châssis accrochés derrière avec des... Mais ils avaient mis du pavé et à l'intérieur, ils avaient reconstitué des bars. Donc ça veut dire que, en gros, tu avais des bars avec des tireuses, les gens se mettaient en bas à des tables et tu avais l'avant-scène qui est en bas de la scène. Génial, c'est délire. C'est Tu le dis, Hellfest waouh. avant l'heure avec les Ah bars. mais carrément, mais il y a un côté fait de briquet de broc, et très souvent, moi, j'ai pas vécu cette période-là. Je suis un Parisien, je suis un Nantais depuis les années 2000. Mais quand ma belle-mère m'a raconté, qui avait monté l'Artothèque à Nantes, m'a raconté cette histoire, j'ai dit: «Mais c'est génial! C'est génial! J'aurais rêvé vivre cette époque-là». Déjà 2000, c'était déjà un peu plus tranquille. Ça commençait à se Mais ça calmer. commençait déjà à s'installer. Et du reste, la ville s'est fait sur ça. La ville s'est fait sur ça, sur cette période-là et son historique avant. Et donc, en fin de compte, ils ont fait toute la tournée. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment, je sais pas où. Je crois que le bateau est resté là-bas. Tiens, il est tombé. Le bateau est tombé 10 fois en panne. Ouais, ça serait pas drôle sinon. Non. Puis tu vois derrière.
Oui, bah, oui, oui, forcément, c'est un coût, ouais. Ça a un coût. Mais c'est unique en son genre. Ils ont sorti un bouquin, dans le livre là, de la mano, j'ai quelques photos et puis tu trouves, bah, tu tapes, Carlo 92 sur YouTube, tu trouves toutes les FR3 de l'époque, Ouais, bah, je suis déjà allé voir. Alors là, on parlait d'un bateau, c'est pas tu pas venu avec un bateau, mais tu es venu avec un objet en particulier. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet ouais. objet? Ah bah, cet objet-là, c'est un vieux crémaire de cinéma, qui m'a été offert, quand je suis parti des studios. J'étais responsable des studios et en 2001, je suis parti des studios, ils m'ont offert ce vieux crémeur. Et pourquoi je l'ai emmené? Bah, déjà parce que les studios de cinéma, c'était un rêve pour moi un jour de bosser dans ces studios et les choses sont faites. J'ai beaucoup de choses dans ma vie qui sont de cet ordre-là, des rêves puissants qui se réalisent. J'en ai 10. Un jour, je me suis retrouvé, j'avais fait un spot de pub pour Amnesty International en tant qu'étudiant en PFE que j'ai fait en collaboration avec l'ESRA qui aussi avait un PFE. Le montage, je l'ai fait au studio de Boulogne, avec, la monteuse d'Éric Rohmer. Quand je suis arrivé au studio, les 2 grandes portes rouges, pour moi, c'était la symbolique du cinéma, quoi. Ils avaient tous tourné là, Gabin, Delon, Belmondo, waouh! Heu, comment à 20 ans, 21 ans, tu es sur un projet comme ça, il se concrétise, tu arrives dans ce lieu magnifique, tu as l'impression de rentrer dans un lieu historique et de quelque part d'en faire un peu partie. Parce que je venais pour, faire un montage. Et donc, il se trouve que j'en ai rêvé pendant plusieurs jours. C'est quelque chose qui m'a marqué. 20 ans plus tard, je me retrouve responsable des studios de Boulogne. Waouh! Bonheur, bonheur, bonheur absolu. Et donc ce crémeur-là, quand je suis parti des studios, ils me l'ont offert. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand même les studios de Boulogne ont été créés par un Nantais. Ah ça, je Un savais pas. Nantais, famille Brossard, Armor, D'accord. la famille fondateur d'Armor. Oui, Et ben, l'ancêtre industriel a fondé les studios en 41. OK. D'accord? Pour qui? Son frère, qui était comédien à l'époque. D'accord? Tu tapes sur Wiki, tu le vois. Et donc, moi, j'avais remonté. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'ils m'ont offert ça. Il était dans la loge de Delon. Delon, il y avait les studios de Boulogne, les studios de Billancourt. Boulogne, c'était Delon. Billancourt, c'était Belmondo, sur la même ville. Billancourt a été cassé. Mais ils s'adoraient, hein, c'est une vraie petite compète. Mais Bébel avait sa loge à demeure à Boulogne, à Billancourt. Et Delon, machin. Et après, moi, j'ai fait H pendant 1 an, la saison 4, avec les... Et les garçons, Eric et Ramsey et Jamel, ils avaient pris la loge de Delon. Et quand je suis parti, ils m'ont offert le crémeur qui était là. Donc voilà, c'était l'anecdote. Et donc, tu vois, travailler dans le cinéma, la télé, la com, faire des trucs sympas, des genres de trucs, euh, tu marches un peu tout le Ah temps bah, sur des nuages, quoi. Et ça, c'est possible. C'est pas, je dis pas que je suis un chanceux, je pense que les rêves sont importants. Et très souvent, je suis assez effaré. Tu sais que des fois, j'ai joué un ou deux coups, j'ai pas eu souvent, hein, des premières années, hein. J'ai joué au jeu suivant. Je leur dis, je vous donne une feuille blanche. On va jouer à un jeu qui s'appelle J'ai tout pouvoir. D'accord? Le tout pouvoir, c'est vous n'avez pas de problème de compétences, vous n'avez pas de problème d'argent, de problème physique. Créez-moi votre vie professionnelle idéale. Et bien, plus d'une fois, j'ai ramassé 60% de feuilles blanches. là, je suis pas forcément surpris, c'était je sais plus avec qui je discutais il y a très peu de temps, je disais souvent qu'on manquait d'ambition dans ce qu'on faisait. Alors ça peut être ambitieux, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire, idéalement, j'aimerais aller là. Mais si on rêve déjà pas de cet idéal-là, on n'ira pas le chercher, on se donnera pas les moyens de ses ambitions. Après, la part de chance, moi j'y crois moyennement à la chance parce que, Alors, ça il faut la j'ai déclarer un peu, utilisé, je quoi. suis d'accord Mmh. avec toi, j'ai Mmh. utilisé ce mot-là. Et quand tu parles d'ambition et que tu dis c'est pas sous l'angle, j'ai écrit un livre qui est un produit multimédia pour ce sujet-là, celui du rêve. C'est mes étudiants qui me l'ont demandé il y a 3 ans. Et je l'ai fait. J'ai mis 1 an. Et dedans, mon sujet, c'est le rêve. Le sujet, c'est le rêve. C'est pas. Et j'explique que je n'ai eu aucune ambition dans ma vie professionnelle. J'ai fait des études de market. Je suis sorti, j'avais pas forcément envie de faire du market. Être chef de produit, ça me. Voilà.
Je rêvais plus de l'époque années 90, pleine époque, pub, J'ai fait une école de pub. À la sortie, il n'y avait pas de boulot dans la pub en 92. C'était la première année où ils licenciaient les agences, les grosses agences. Ils mettaient les noms des licenciés en bas des agences. Et je suis rentré dans l'audiovisuel. Donc, tout ça est par hasard. J'ai rien demandé pour être responsable des studios de Boulogne. La vie s'est fait. Le Queen Elizabeth, quand je pars avec la compagnie de l'Opéra de Paris et que je suis étudiant, que je monte une boîte de production, c'est pareil. J'ai aucune ambition. Mais par contre, j'ai des rêves qui sont forts. J'ai des rêves qui Donc sont ça se forts. porte finalement de façon naturelle. Voilà, je dis pas qu'il faut rien faire. Parce que derrière ambition, il y a le côté effort. Mais c'est normalement, quand tu vas vers ce que tu as envie, ça ne demande pas d'effort. Bah, Il disons faut faire qu'on- quelques trucs, faut se bouger, oui. faut se Faut être bouger, ouais. curieux, faut se bouger, faut être curieux, faut être joyeux, faut pas porter la douleur. Et je vois souvent des jeunes qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais qui font pas grand-chose pour animer leur curiosité non plus. Et donc, des fois, ça tarde. Les chemins sont plus longs avant de se trouver. Parce que c'est déjà ça, le sujet. Hein. Moi, je dis souvent, se donner les moyens, c'est pas forcément faire des efforts monstrueux, à partir du moment où c'est quelque chose qui nous plaît et qu'on regarde et qu'on essaie d'élargir un peu le champ de jeu, quoi. En parlant d'élargissement de champ de jeu, dans tout cet univers, ou ces différents univers d'ailleurs que tu as pu parcourir, que ce soit finalement la partie cinéma, télé, plateau, tournage, voyage aussi, qui ont été liés, et puis aujourd'hui ce que tu fais par rapport au tiers-lieu de la Savoie. Est-ce que tu aurais une rencontre en particulier qui t'a marqué aujourd'hui et qui dit ouais, celle-là, si je devais parler d'une rencontre en particulier, d'une personne que j'ai rencontrée, c'est celle-là. Les vraies rencontres que je fais, elles ne sont pas de l'ordre professionnel. Après professionnel, j'ai rencontré Philippe Michel, grand publicitaire. Oui, CLMN à l'époque, avant que ça soit CLMBBDO. J'enlève le haut, enfin, oui, oui, tout à fait. t'es Les cette belles génération, périodes. tu connais. Voilà. J'ai eu des échanges avec lui quand justement j'avais fait ce spot de pub parce que il avait piqué une colère chez CLM parce que son directeur conseil ne l'avait pas prévenu qu'on était en train de faire ça. Parce que moi, je bossais directement avec Amnesty International et les avait mis au courant qu'on faisait un spot de pub sur un produit très particulier, qu'est le rapport annuel d'Amnesty International. Et parce qu'ils voulaient utiliser le fait qu'on était étudiant, qu'ils voyaient une école de com, pub, s'associer avec une école d'audiovisuel pour faire un projet humanitaire qui avait remué l'ensemble du cinéma parisien. Robert Hossein carré de son tournage qui nous envoie Salouma en disant c'est pas grave, je décolle, c'est trop génial de voir des étudiants faire un projet comme ça. On nous prête des studios de tournage pendant 15 jours. La seule chose qu'on a payée à l'époque, c'était France Télécom qui voulait pas prendre à charge les 800 balles de téléphone. Mais sinon, on a eu tout gratuit. On a travaillé avec des gens. Le matte painting, tu vois ce que c'est un matte painting? Oui. C'est un faux fond qu'on Oui. n'utilise plus maintenant aujourd'hui. Bah, il est français, c'est celui qui a fait tous les matte paintings de la Guerre des Étoiles. D'accord. On a eu des gens comme ça. Notre storyboard, c'est le storyboarder de Jean-Jacques Hano. Donc, il y a plein de gens. On a fait une avant-première, on a invité Kouchner, des gens de 20 ans qui font un super projet. Canal nous invitait, Gildas nous invitait. Enfin, c'est pas Gildas, à l'époque, c'était Bonaldi, Oui. le spécialiste de la pub. Il voulait absolument faire Des une trucs émission. foirés aussi. Ouais, c'est ça. L'effet Bonaldi. Et donc, ça s'est pas fait parce qu'ils n'ont pas diffusé le spot de pub en France. Parce qu'à l'époque, c'était le 33e anniversaire d'Amnesty Paris. Ils nous avaient dit non, on fait rien, on fait rien, on fait rien. Et puis au dernier moment, ils avaient oublié parce qu'on est forcément étudiants. Donc forcément, il y aurait une grosse rayure en plein milieu de l'image en disant oh, on ne peut pas vous diffuser le spot de pub. Mais ce n'est pas le cas. C'était un super spot de pub. On a bossé comme des pros et on était encadré aussi derrière avec des pros. Et en fin de compte, ils nous avaient oubliés et CLMBBDO avait proposé pour les 33 ans de faire un anniversaire, les 30 meilleurs réalisateurs français avec 30 comédiens qui parrainent un prisonnier dans le monde. Alors le petit Steph avec les copains de l'ESRA, avec son petit spot sur le rapport annuel d'Amnesty, autant te dire, poubelle. Poubelle. Et ça fait partie du jeu, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend quand on On a est pris les étudiant. bobines, on est parti en Belgique, en Suisse, au Québec, et ils nous ont diffusé le film, heureusement.
Bah, c'est bien, c'est un bon je pense que c'est aussi, le rapport à la vraie vie aussi, quand on produit, même professionnel. De Mmh, temps en temps, il y a des trucs qui se passent pas comme on veut, et puis il y a eu le rebond qui était mmh. nécessaire, derrière. Justement, est-ce que tu as déjà eu, est-ce que tu as vécu un événement où tu dis: «Bon, OK, le truc ça a pas fonctionné comme tu voulais» ou pas du tout? Il y a eu un truc qui a pas fonctionné, mais avec le recul, sur le moment, tu te dis: «Oh non, c'est pas possible». Tu l'as mal vécu et puis, finalement avec le recul, tu dis: «Bof, finalement Non, peut-être pas tant que ça». très honnêtement, non, j'en ai pas. J'en ai pas parce que, j'ai fait beaucoup de dès que tu vas être sur un mode tournage, spectacle, événement, tu peux pas te permettre d'avoir, les rideaux qui se lèvent avec une possibilité donc tu as tout anticipé, tu as fait les répétitions, que ça soit, pour du spectacle ou pour de l'entreprise, tout a été répété. Donc tu as pas d'erreur comme ça, voilà, ah si, 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 enfin ouais, mais non, ça c'est pas j'ai organisé une grosse soirée à la SFP, Ouais, qui est l'ancêtre de l'ORTF, les plateaux, d'accord? ouais. Pour le tout petit milieu, show business, Paris, comment? Du spectacle et de la télé à Paris. C'était une soirée gréco-romaine. On était tous en toge, d'accord? Sur le 1000 m² de celui du Grand Cabaret, D'accord, ouais, de machin ouais. et donc c'est mes potes à moi qui sont venus monter le décor. Une agora, une reine, avec derrière un village. On avait des chevaux avec les chariots. C'est-à-dire que moi, j'ai bénéficié de tous les décors de la SFP. D'accord. Autant te dire que des carpentiers, sur les Grecs et les Romains, ils en ont fait dans tous les sens. Donc on avait des décors à foison et on a invité les Daft Punk en 99 à mixer. Au premier essai, ils ont pété tout le son. Ah, Voilà. ils s'étaient montés trop haut ou? Non, c'est eux qui, je sais pas, ils se sont endormis sur leur platine, on va dire ça, hein, pour être gentil, et on avait mis une tour au milieu. Ils étaient tout jeunes, hein, 99, ils avaient pas mis les masques Ah encore, hein. non, ouais, ils étaient d'ailleurs, ils s'appelaient pas les Daft Punk, si? Non, Non? si, le Si? collectif Daft Punk. Le Ça collectif Daft s'appelait Punk. le collectif Daft Punk. OK. Avant et après, en sachant qu'il y en a 2 qui sont sortis du collectif, mais ils Oui, ont vendu leur Thomas marque, et collectif Daft Punk, au début, pas mal. on entend reparler d'eux petit à petit parce que Oui, Thomas a remixé un mmh, un des un tout des à anciens fait. morceaux, qui les a rendus célèbres derrière et juste alors ça c'est alors c'est pour le coup, pas de bol, et est-ce que tu as un moment où, aujourd'hui dans ta carrière, c'était quoi le moment le plus drôle de ta carrière? Dire: «Tiens, aujourd'hui, si tu avais du recul» ou en tout cas celui qui te fait encore marrer maintenant? Celui qui me fait encore marrer? Mmh. Ah bah, il est lié aussi au spectacle. Quand j'ai fait H, donc sur un 1000 m² de plateau, je faisais H. Donc toi, tu as 90 d'intérieur, 10 d'extérieur qui sont toujours le à la clinique, les trucs, les machins. Donc on a tout, 1000 m² quand même hein. Et puis à côté, j'avais un tout petit plateau de 140 m² où je faisais les petites nouvelles d'Elise Moon. D'accord, ouais. Donc j'avais la bande de fous furieux, parce que, on est en 90. On est la saison 4, ils commencent à être un peu des petits stars, mais c'est des chiens fous, quoi, les 4 là. Les trois quatre, tu vois? Plus tout le reste. Et donc, à chaque fois qu'on enregistrait et il a commencé dans ces petites nouvelles, avant d'avoir des guest stars, donc tu vois, c'est le fond noir, la petite estrade, il est debout, il a commencé à avoir des invités, mais ses invités, au début, ça a été des animaux. Donc il a commencé à inviter une vache, puis après un mouton, tu vois? Et son grand truc, c'était quoi? Bah, c'était de débarquer en plein enregistrement de H avec ses animaux. Et là, on a eu des foutoirs, mais mémorables, mémorables, au point où les productions, m'ont interdit de communiquer aux uns et les autres les plannings de quand on tournait. Parce que ça prenait trop de retard, quoi. Ça et puis ça coûte très cher, des retards de Oui, je veux tournage. bien le voir, Mais ça, c'est des bonnes anecdotes où on vraiment, vraiment et puis surtout, c'est une télé qui, je crois, n'existe absolument plus. C'est-à-dire une télé où les gens s'amusent, c'est la période des Robins, c'est une télé qui n'existe plus avec des gens joyeux, avec des gens qui s'amusent. Ça se prend pas encore trop la tête. C'était la très belle époque Canal, Voilà, De exactement. Greff et Ouais, Co, quoi, ouais, ouais. exactement. Mmh. Ça, c'est mon anecdote là, vraiment, que je garde, voilà. J'en ai une autre avec eux, mais c'est pas Tout n'est racontable à pas l'antenne. tout n'est pas Non, enregistrable, tout à fait. non. Et aujourd'hui, souvent je demande à mes invités de dire: «OK, on vit des choses, on vit des bons Mmh, moments». A priori, tu en avais vécu quand même un paquet de bons moments. Si tu devais me recommander, une personne qui tu considères que ça serait un bon mmh, client pour le ouais, podcast, parce que lui aussi il a vécu des ou elle aussi a vécu des ouais. bons moments, tu me recommanderais qui?
Bah, je pense à Cyril Cerceau. Oui, Cyril Cerceau, qui dans l'innovation managériale, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand ils sont arrivés monter ils faisaient partie d'une autre structure où ils ont monté une salle de créativité, la première à Nantes. oui, Et c'est tout un collectif que j'ai rencontré et c'est des gens extrêmement riches, de vision de l'entreprise, de comment l'entreprise a évolué d'un point de vue managérial, comment trouver sa place dans l'entreprise. C'est des gens qui, heu c'est naturel chez eux. Ils ont une connaissance de l'architecture, de comment les êtres humains fonctionnent et comment les prendre pour les amener vers soit un objectif, soit de redonner du sens un peu dans l'entreprise, soit faire évoluer un CODIR, un COMEX. Cyril, je pense que ça serait et en plus il a une vie, tout à fait logique parce que lui, il vient du design. Donc, le design, c'est l'usage et l'usage, nous emmène très, très vite sur une vision, de gestion, d'interaction entre les choses. bon, bah, écoute, avec plaisir, on recontacte Cyril pour Mmh. qu'il soit, le prochain invité du canapé ou du divan comme tu as dit Oui. si bien. Ouais, Faire une ouais. thérapie aussi avec Cyril. Bah, merci Stéphane. Merci beaucoup, c'était très sympa. Bah, avec plaisir. Mmh.